Bonjour à toutes et à tous. Peut-on penser développement sans l'accès des populations à une énergie électrique de qualité? La réponse est non. Et d'ailleurs, un accès fiable à l'électricité est la base de toute économie moderne. Cette évidence transparaît dans les discours des gouvernants, mais le défi d'une électrification globale reste entier sur le continent africain. On note toutefois que des efforts sont fournis dans certains pays. La Côte d'Ivoire, par exemple, en 2020, a un taux d'électrification d'environ 73%. Le Sénégal, par contre, ambitionne d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Sur ce plateau, nous recevons Madame Estelle Benou, doctorante et chercheure en droit de l'énergie. Elle préside une association, le droit à l'énergie, dont l'ambition est de voir une Afrique électrifiée à 100%. Estelle Benou, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous, bonjour. Bonjour à vous. Alors, le droit à l'énergie pour tous, pourquoi c'est devenu un combat pour vous? Le droit à l'énergie pour tous est un combat pour tous les jeunes Africains. Je m'explique. Il n'y a aucun développement sans électrification à 100%. L'Afrique du Nord a pris beaucoup d'avance sur l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, ils en sont pratiquement à 100% d'électrification, alors qu'en Afrique subsaharienne, vous avez cité le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui sont des pays où des efforts ont été fournis, c'est-à-dire que l'électrification a été prise comme une priorité, ce qui n'est pas encore le cas de tous les autres pays. Donc, quand on met l'Afrique subsaharienne tout ensemble, nous en sommes encore à moins de 30% d'électrification de toute l'Afrique subsaharienne. C'est un retard incroyable. Qui vous choque? Qui nous choque, qui me choque en tant que jeune africaine, qui me choque aussi en tant que jeune femme africaine. D'accord. Alors, je signale ici que vous aviez eu à réaliser un document qui vous a permis de sillonner un certain nombre de pays pour voir l'état de la situation réelle. Nous allons proposer aux téléspectateurs un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé et on reviendra sur le plateau pour la suite du débat. L'Afrique est en pleine croissance et en plein développement. Pourtant, l'accès à l'électricité n'est pas assuré à 100%. En 2020, on retrouve encore des zones blanches et dans les villes, il y a le phénomène de coupure d'électricité. Bienvenue chez moi au Bénin où je voulais vous montrer les installations qu'ont la plupart des familles moyennes. Donc la plupart des familles moyennes ont ce système-là pour s'alimenter lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Ça, c'est des ampoules solaires. Et on a les ampoules normales liées au réseau électrique national. Nous allons explorer de façon générale le sujet et voir comment l'accès à l'électricité touche différentes couches de la population, surtout les plus vulnérables. Nous allons mesurer l'impact de l'accès à l'énergie en milieu scolaire dans un village où il n'y a pas d'énergie. À 19h, tout le village est déjà au lit, presque. Heureusement, avec le programme d'électrification rurale, le village a pu acquérir un lampadaire. Un seul lampadaire pour un gros village comme ça. Mais malheureusement, les enfants ne vont pas sous le lampadaire les soirs pour étudier. Mais ils préfèrent plutôt aller s'amuser sous les lampadaires où carrément c'est les bonnes dames qui font leur petit commerce et le soir sous le lampadaire. Dans la zone, nous sommes dépourvus d'électricité. Pour les activités professionnelles des quotidiennes, nous utilisons les panneaux solaires. Je suis coiffeur. Je me fais un revenu de plus en rechargeant les téléphones portables des autochtones contre rémunération. D'autres localités ont accès à l'électricité conventionnelle. Mais ici, cela n'existe pas. Les étrangers n'arrivent pas à venir s'installer dans la localité et y développer des activités. Le chômage des jeunes est un véritable challenge pour les gouvernements africains. Pour parler de l'impact de l'accès à l'énergie sur la jeunesse et les auto-entrepreneurs, j'ai rencontré deux jeunes, Patrick Rumpé, qui est dans l'agrobusiness en Afrique, et ensuite Probus Kiki, qui travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'activité de l'élevage nécessite beaucoup d'énergie électrique, puisque pour les volailles, surtout les chairs, on doit
assurer l'alimentation en continu. Et on utilise également les forages, ce qui demande également de l'électricité. Donc, il n'y a pas d'activité d'élevage sans électricité. Et ce défi, il est palpable sur nos fermes où on n'a pas le courant électrique direct, où on est obligé d'utiliser soit des groupes électrogènes ou soit d'utiliser l'énergie solaire, qui représente également un certain coût pour l'investissement. La situation de l'énergie électrique est compliquée et parfois nous sommes obligés d'aller au campus pour pouvoir achever des travaux que nous avions à rendre dans les délais. Aussi par rapport à la connexion Internet, notre situation géographique fait que nous ne bénéficions pas d'une connexion Internet fluide. La bande passante n'est pas grande et parfois pour déployer des solutions sur des serveurs en ligne, nous sommes obligés de le faire pendant 6 heures, alors que ailleurs, avec une connexion Internet meilleure, en 45 minutes, cela pourrait être fait. Donc cela nous ralentit fortement. Adi Diallo, qui est chercheur à l'université et expert en régulation économique, va pouvoir nous donner son analyse sur la question. Il y a des jeunes qui créent aujourd'hui la télémédecine, il y a des jeunes qui créent des applications, il y a des jeunes qui font comme on l'appelle aujourd'hui, de l'agrobusiness. Donc toutes ces questions-là nécessitent l'électrification. Et la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'on leur donne tout ce qu'il faut? Je pense que c'est là où il y a l'enjeu. Figurez-vous, en 2050, nous serons 2,4 milliards. En 2100, nous serons 4 milliards et quelques. Donc on ne peut pas expliquer à ces jeunes-là que l'énergie ne soit pas accessible, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société non pas seulement de consommation, mais nous sommes dans une société d'exigence. Et je crois à l'exigence de la jeunesse africaine. L'approche que j'avais, qui était que l'Afrique a un problème de gestion, c'est une approche un peu naïve, parce qu'en général, c'est pas que un problème de gestion. Je me suis rendu compte que ce qui allait apporter vraiment le développement de l'Afrique, c'est pas les ressources naturelles, comme je le pensais, mais c'est l'énergie au final. Parce qu'on est en 2020 et qu'on a Internet. Aujourd'hui, le but, c'est que chaque jeune, dans son village, puisse produire de la richesse, puisse vendre son manioc qu'il a produit localement dans son village à quelqu'un d'autre en ville ou un peu partout dans le monde. Comme ça, le jeune a son emploi, il est auto-entrepreneur si jamais on n'arrive pas à l'absorber et ça crée de la richesse pour tout le monde. Donc, je me suis vraiment dit que notre combat en 2020, c'est pas le combat des ressources naturelles, qui, je pense, apporteront toujours plus de conflits que de solutions, mais c'est le combat de l'énergie. D'où vient l'énergie et qu'est-ce que l'énergie? Pour répondre à ces questions, je me suis rendue à Addis Abeba. Je suis allée à l'Université des sciences astronomiques pour avoir des réponses. J'ai rencontré le docteur Mekouria, qui est assistant professeur en astrophysique à l'université d'Addis Abeba. Je voulais en savoir plus sur l'énergie, l'origine de la vie, Lucie. Lucy is our ancestors that has been found in, I think, in Danakil region in Afar, and therefore it is important because it is one of the oldest fossils that is found here on Earth, and it's actually found here in Ethiopia, in Afar region. From science perspective, what we know is like everything has begun basically in the Big Bang, and life has only formed like in the last few billion years ago. I mean, after the atoms basically starts to form basically the first stars, and those stars, they die and they shed most of their materials, and then a solar system forms out of those kinds of molecular cloud, and then out of this we find now where life suitably puts, for example, here on Earth. Après avoir discuté avec le docteur Mekouria, je me suis rendue au Centre de l'espace, des sciences et de la technologie pour parler avec le docteur Chambel afin de clarifier certaines notions. Einstein was developed the general theory of relativity, and he tried to mention the expansion of the universe. I mean, he was thinking the universe was static, not expanding. In 1929,
Hubble was discovered the expansion of universe. The nearby galaxies are distant or far away. So after that, Einstein was trying to explain the expansion of universe by adding the cosmological constant. Then in 1998, people are discovered the supernova, discovered the accelerating universe. Universe is not only expand, it also accelerating. So people are suggest what is the cause behind for this. Then dark energy, they call it dark energy. We say dark because we don't know about it, but we can see the effect. The universe is expanding and accelerating now. Et voilà, comme je le mentionnais, c'est juste un extrait du documentaire réalisé par Estelle Beno sur la question. Alors, quels sont les objectifs que votre association poursuit en réalité en tournant ce documentaire? S'il y a une chose qu'il faut retenir de ce documentaire, oui, c'est la chose suivante. On a longtemps dit que l'Afrique avait des ressources naturelles, beaucoup de richesses dans le sous-sol, ce qui est vrai. Il y a un réel potentiel qui a été prouvé, mais qui a du mal à se manifester. On a longtemps dit qu'il fallait permettre aux entreprises de venir exploiter ces ressources. Je parle des entreprises étrangères, de venir exploiter ces ressources-là. Ces entreprises vont payer des taxes. Ces taxes vont permettre au pays de se développer. On a plein de pays pétroliers en Afrique. On a vu que ça ne s'est pas passé de cette manière-là. La situation, c'est-à-dire que l'environnement économique de ces pays-là n'a pas changé parce qu'il y a eu le pétrole. La vie des populations ne s'est pas spécialement améliorée. Ceux qui étaient pauvres étaient restés pauvres. C'est juste qu'on a eu des super riches. Donc, l'association a réalisé ce documentaire-là pour montrer que ce n'est pas ça la solution, l'exploitation des richesses, mais c'est plutôt le moyen, c'est-à-dire permettre une électrification à 100% de l'Afrique qui permettra à chaque jeune Africain de prendre en charge son destin à travers la technologie. Parce que la technologie aujourd'hui offre d'infinies potentialités dont nous ne bénéficions pas et ces potentialités sont infinies et peuvent réellement régler le problème, non seulement au niveau de la jeunesse, au niveau des villages, au niveau vraiment général de l'économie africaine. Oh. Et vous avez pu sillonner combien de pays dans ce documentaire? Dans ce documentaire, j'ai sillonné 5 pays. Donc j'ai sillonné le Bénin, j'ai sillonné l'Éthiopie. Au Bénin, je suis allée dans le village de Toribosito, comme vous avez vu en image. En Éthiopie, je suis allée dans un village qu'on appelle le village Afar, où il y a des populations aussi qui vivent sans électricité. Donc j'ai pu remarquer que dans ces deux pays, donc un pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique de l'Est sans électricité, ils vivaient la même situation sociale, je dirais. Parce que l'absence d'électricité a un véritable impact social sur les populations. Vous mettez de l'électricité, en fait, vous avez une zone sans électricité, vous apportez de l'électricité, vous verrez que c'est des gens totalement différents. La population est différente, les mœurs changent, les mœurs évoluent, donc les mœurs souvent féminicides, c'est-à-dire que dans les endroits sans électrification, vous verrez souvent des filles qui ont des grossesses précoces, des mariages vraiment avec des filles jeunes, tout des pratiques qu'on ne fait plus aujourd'hui en fait. Okay. Donc, après l'Éthiopie, nous sommes allés en Tanzanie aussi, on a fait le Congo et on a fait la France. C'est ça. Donc, ça fait 5 pays. D'accord. Alors, quand on voit les images, on voit bien un aspect, c'est le secteur éducatif. Quel est le lien que vous faites entre l'électrification et l'éducation des enfants? Aujourd'hui, on parle d'un manque d'accès à l'éducation de qualité. On ne peut pas mettre des bibliothèques partout dans les villages les plus reculés. Donc aujourd'hui, la technologie permet de donner des solutions à ce type de problème-là. Donc on a des applications avec des bibliothèques offline et les enfants avec des tablettes peuvent vraiment lire des livres, s'éduquer, s'ouvrir sur le monde. Donc c'est dans ce sens-là que un des aspects de la présence de l'électricité pour l'éducation. L'autre aspect aussi qu'on a remarqué dans le village de Toribosito, c'est que les enfants sont souvent à l'école de 7h à 19h ou de 8h à 18h. 18h30, le soleil se couche. Donc,
quand vous rentrez chez vous, dans le système éducatif béninois, il faut que vous puissiez faire vos devoirs pour pouvoir revenir le lendemain, être compétitif, parce que l'examen est national pour tous les élèves, en fait, que vous soyez en ville ou dans le village. Quand vous n'avez pas d'électricité, que vous rentrez chez vous et que vous n'arrivez pas à lire vous n'arrivez pas à lire vos cours pour vous entraîner, ça a des répercussions aussi sur vos notes, ça a des répercussions sur les forts taux d'échec scolaire qu'on remarque dans les populations rurales, dans les zones rurales. C'est handicapant donc pour c'est hyper handicapant. La formation des enfants. Alors, quand on évolue vraiment dans le cœur de votre documentaire, on voit l'intérêt aussi qui est accordé à la jeunesse, parce que vous avez tendu votre micro à quelques jeunes. On a vu dans l'agrobusiness, on a vu dans la technologie et autres. Est-ce que vous voyez vraiment que l'énergie peut impacter, bien entendu, les jeunes? Vous ne choisissez pas où vous naissez. Vous pouvez très bien naître en ville ou vous pouvez très bien naître dans un village. Si vous naissez dans un village qui n'a pas d'électricité, vous serez défavorisé par rapport aux jeunes qui sont en ville face à l'entrepreneuriat. Même pour les jeunes qui sont en ville, l'État ne va pas arriver à absorber tous les élèves qui sortent de l'université. Donc on dira que 80% des étudiants diplômés africains seront obligés de se tourner vers l'entrepreneuriat. Comment vous voulez faire aujourd'hui d'entrepreneuriat si vous n'avez pas de téléphone ? Que ce soit vous êtes en ville ou au village, si vous n'arrivez pas à recharger votre téléphone, si vous n'avez pas accès à Internet, parce que si vous faites de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut que vous ayez accès à l'Internet. Par exemple, au Kenya, où l'accès à l'électricité est pratiquement à 100%, je dirais, même dans les villages, les jeunes, ils ont des petits sites de e-commerce qui leur permettent de vendre leur production qu'ils font au village dans l'agriculture à des gens en ville. Donc ça fait fonctionner aussi toute une économie et les coopératives grâce à tout cet ensemble-là. D'accord. Donc pour vous, il faut vraiment qu'on puisse mettre à disposition des jeunes de l'énergie de qualité. Si vous ne pouvez pas mettre du travail, si vous ne pouvez pas donner du travail à tous les jeunes, si l'État ne peut pas recruter tout le monde, si l'État ne peut pas construire des routes partout, au moins mettre l'électricité partout. D'accord. Et comment voyez-vous, parce que vous l'aviez mentionné donc à l'entame dans l'analyse, comment voyez-vous l'implication de l'électrification sur la vie de la femme? J'étais la semaine dernière à Ganvié. D'accord. C'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, pour faire une balade en pirogue. Ça, c'est au Bénin. Au Bénin, à Ganvié. Ganvié qui est un village lacustre qui est dans la deuxième ville du Bénin, disons, Abomey-Calavi. Et je demandais à mon guide, alors les filles ici, est-ce qu'elles vont à l'école? Il me dit oui, à partir de l'âge de 10 ans. Je dis d'accord, donc elles se marient ici à partir de quel âge? Il me dit souvent 13 ans, 14 ans. J'ai dit ah bon? Il me dit oui, que c'est comme ça depuis longtemps, que donc de 2 ans à 10 ans, elles vont souvent marcher avec leurs parents. De 10 ans à 13 ans, comme c'est déjà des femmes, voilà, il y a des viols, donc elles sont obligées de se marier ou les filles se désintéressent de l'école. Si dans cette zone-là, il y avait une électrification par exemple à 100%, à la télévision, ces jeunes filles verraient qu'il y a un avenir pour elles. Parce que c'est comme si dans les sociétés où il n'y a pas d'électricité, les mentalités sont vraiment rétrogrades au niveau du statut de la femme. C'est-à-dire que quand vous avez une fille, vous savez que vous attendez qu'elle ait 13 ans, 14 ans pour la marier. Et la femme n'a pas vraiment d'autres aspirations, elle ne voit pas de modèle. Le système est conditionné pour l'étouffer d'une certaine manière en fait. Et j'ai vu la même chose quand j'étais dans ce village à Far en Éthiopie. Je voyais des petites filles qui allaient donner en mariage vraiment jeunes, parce que cette population-là, ils avaient aussi des mentalités vraiment très rétrogrades. Tout le monde allait au champ et à partir de 13 ans, dès qu'elles ont leur premier règle, on les donne en mariage. Donc pour vous, le lien est tout fait, c'est parce qu'il n'y a pas de l'électrification dans ces zones-là que les filles se retrouvent donc en situation difficile. Parce que avoir l'électrification, ça fait, vous avez la télévision. Donc vous avez un autre regard sur le monde. Et ça modifie vraiment le comportement des gens. Le regard aussi à la télévision, c'est pas toujours positif. Après, vous voyez les chaînes d'information. Dans les chaînes d'information, vous voyez l'actualité internationale, même si on ne parle pas des télénovelas. Mais au moins une fille voit une femme à la télé qui parle et tout ça, et ça peut inspirer en fait. Ça peut faire que quand le moment va venir, on va lui dire ok, on t'envoie en mariage, ou quand quelqu'un va essayer de la séduire, elle va dire non, qu'elle préfère son avenir, parce que tout se passe dans la tête. Quand vous changez les mentalités, pour changer les mentalités vraiment, il faut la modernité, il faut vraiment
qui voient autre chose en fait, et que les gens aient le choix. S'ils veulent rester dans la tradition, ils restent dans la tradition. Maintenant, s'ils veulent aller avec la modernité, ils vont avec la modernité. Mais ça a un impact vraiment direct sur la vie des femmes. D'accord. Alors, quel est le lien que Estelle Benoud, avec son association naturellement, et quel est le lien que vous faites entre électrification et développement? Il y a un lien évident entre l'électrification et le développement. À l'époque de l'URSS, Lénine disait que le communisme, c'est les soviets et l'électrification. Donc à l'époque de l'URSS, quelqu'un qui devait gérer une aussi vaste fédération comprenait la nécessité de l'électrification. Et ce qu'ils ont fait à l'époque profite aussi aujourd'hui, qui fait que dans tous les villages les plus reculés des pays de l'URSS, il y a l'électricité là-bas. D'accord. Donc sans électricité, pas de médias. Sans électricité, aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital. Tout ce qui fonctionne avec l'électricité, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc pas d'accès à l'électricité, pas d'accès à la technologie, pardon, sans électricité. Donc c'est comme si vous vivez en 1920 ou en 1930, alors que vous êtes en 2020. Vous voyez ? Hors zone. Un peu hors zone, hors temps aussi. Vous êtes plus dans, vous n'êtes plus à la page de l'évolution, disons, de toute la société de manière globale. Vous êtes un peu coupé, vous êtes un peu à la traîne, vous êtes un peu à l'écart en fait de toutes les avancées technologiques qui peuvent arriver. Enfin, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et c'est très dommage, c'est très dommage. Sachant la situation de l'Afrique en ce moment et de l'emploi des jeunes, c'est très dommage. Alors, au regard de tout ça, on voit quand même que nos gouvernants chantent ça souvent. Il faut électrifier, il faut faire ceci, il y a tel ou tel projet. Mais pourquoi, jusqu'à présent, l'Afrique est encore à la traîne? En fait, quand vous avez 100 problèmes, souvent ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut identifier le problème dont la solution va solutionner les autres problèmes. Et au sein de notre association, nous avons vu l'électrification à 100% de l'Afrique comme étant cette solution qui allait pouvoir solutionner et dynamiser tous les secteurs importants, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique de la société. Donc, les dirigeants, je pense que quand ils arrivent, ils sont dans l'urgence, c'est une priorité, mais ils ne mettent pas ça comme la priorité. Parce que si c'était la priorité, je pense que nous aurions rattrapé le retard alors de 30% dont je parlais. Nous serions déjà vers les 90% aujourd'hui. Ce ne serait même pas un sujet de conversation en 2020. Alors aujourd'hui, votre combat avec votre association, est-ce que vous arrivez quand même à échanger avec les gouvernants sur l'urgence ? Oui, donc nous sommes une association. Ce que nous faisons, c'est que nous organisons des conversations sur cette question-là, où nous invitons les gouvernants à participer. Nous invitons aussi le privé à participer. Nous invitons des étudiants, vraiment différentes couches de la population. Nous faisons des conversations, des discussions. Et notre but à travers ces conversations-là, c'est d'influencer justement ces politiques qui viennent à nos échanges. Parce qu'il y a des changements qui ne peuvent se faire que par l'État. Un privé, vous savez, même une association, si moi je veux électrifier toute l'Afrique, je ne peux pas. Et ou c'est personnes privées qui ont essayé d'électrifier toute l'Afrique. Ça fait depuis 2016 à aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont réussi? Est-ce qu'elles ont un bilan? Non. Parce qu'il y a des changements que c'est seulement l'État qui peut provoquer. Donc tout ce que nous pouvons faire comme association, c'est influencer. Essayer d'influencer, continuer à en parler pour que ce ne soit plus une des priorités, mais que ça devienne la priorité. Alors, est-ce que par exemple, vous avez déjà eu l'opportunité d'en discuter avec un chef d'État? Oui. Pas directement avec un chef d'État, mais avec des conseillers, des conseillers donc proches du chef d'État, qui sont à la présidence, des premières dames. Donc la première conversation sur l'énergie que nous avons fait, c'était en 2019 au siège des Nations Unies. Donc c'était un événement parallèle à une conférence mondiale qu'on appelait le CSW, qui était niveau première dame. Et quand les premières dames se déplacent, il y a beaucoup de ministres qui viennent avec elles et tout. Donc nous avions pu échanger sur cette question-là avec un parterre d'environ 34 diplomates africains qui étaient présents. Donc tous ces diplomates-là, quand je discute d'une question qui vous a touché, vous êtes en charge du développement, forcément vous allez report. Donc comme je disais, l'influence, ça c'est le premier événement qu'on avait fait. Le deuxième événement qu'on a fait, c'était l'année dernière aussi, en marge du sommet de l'Union africaine à Niamey, qui était parrainé par la première dame. Et nous avons beaucoup échangé, nous en avons beaucoup appris sur cette région sahélienne, justement, le retour d'expérience, quelles sont les actions du gouvernement et vraiment, je sais pas aujourd'hui dire que ok, mon association a permis qu'on électrifie telle zone ou telle zone, mais en tout cas nous faisons partie du combat et nous avons hâte de dissoudre l'association parce qu'il y aura plus cette question-là justement à traiter. Vous avez eu l'opportunité de rencontrer des experts tout au moins tout le long de votre parcours dans la réalisation de ce documentaire, mais comment finance-t-on l'énergie publique
en quelques mots. On finance l'énergie publique de différentes manières, auprès des institutions régionales, auprès des institutions internationales. Mais nous, on pense que la solution à l'électrification à 100% de l'Afrique sera une réponse au niveau africain. Nous pensons vraiment qu'il faut que l'Union africaine joue son rôle, qu'il y ait une véritable cartographie, un grand plan, alors une grande muraille d'équipements pour électrifier toute l'Afrique, et qu'à partir de ce grand plan pour l'Afrique, les choses puissent se faire. Pas que, comme on fait, chaque pays essaye. Nous pensons qu'on aura vraiment une solution durable en termes de quantité et de qualité si on a une réponse africaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avoir une électrification à 100%? Parce que j'ai bien envie de dire, mais est-ce que Estelle Benou ne prêche pas dans le désert? Parce que depuis fort longtemps, on en parle, mais si nous sommes encore à ce niveau, à ce taux d'électrification en Afrique de façon globale, qui n'est pas du tout, ce taux n'est pas rassurant pour le développement, est-ce que vous pensez qu'on pourra atteindre l'objectif 100%? On peut atteindre l'objectif à 100%. Oui. Même beaucoup plus rapidement qu'on pense si ça devient une priorité. C'est-à-dire que si tous les jeunes commencent à demander à leurs élus, lorsqu'ils vont aux élections, ok, on veut vraiment une électrification à 100%, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, les gens ne peuvent pas faire la sourde oreille longtemps. De la base, ça va monter et ça va finir par se réaliser, parce que rien n'est impossible. Donc, si je comprends bien, votre objectif, c'est d'amener les populations à la base à être beaucoup plus exigeantes vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est ça, et surtout la jeunesse. Okay. Parce que nos parents ont fait leur temps. Nous avons vraiment des problèmes démographiques qui arrivent et les infrastructures ne suivent pas. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce que nos enfants vont manger demain? Donc il faut que nous puissions mener cette bataille de l'électrification à 100% pour les générations aussi qui arrivent. D'accord. Alors, quels sont les projets, en quelques minutes, quels sont les projets que vous avez, votre association surtout, toujours dans ce domaine-là? Quelles sont les initiatives prévues, ou bien vous continuez juste avec les échanges, les colloques et autres? À part les échanges, les colloques et les vidéos que nous faisons pour vraiment sensibiliser, nous avons aussi un volet action. Donc là, d'ici la fin du mois, nous allons pouvoir électrifier l'école du documentaire que vous avez vu, et nous allons pouvoir aussi les doter en matériel informatique pour que les enfants puissent être sensibles à l'informatique. Nous allons pouvoir mettre Internet là-bas. Nous allons aussi pouvoir alors mettre un certain nombre d'applications et permettre aussi à des enseignants, des gens qui savent coder, de venir apprendre aux enfants de ces villages-là à être sensibles à la technologie, à savoir comment coder, parce que tout ça, c'est les métiers du futur. Et vous associez le gouvernement à cela? Nous essayons, lorsque nous sommes entendus. Donc ça, c'est une première initiative qui se passe au Bénin. Okay. Nous prévoyons aussi d'en faire au Togo, un peu partout où nous avons la possibilité. D'accord. Nous rappelons que c'est une association vraiment jeune, mais très dynamique. D'accord. Merci beaucoup à vous, Estelle Benou. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Le Droit à l'énergie. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de cette volonté-là qui devrait être au niveau des gouvernants, l'électrification à 100% de l'Afrique. Il y a certains pays qui ont certes fait des efforts, mais il y a beaucoup d'autres sur le continent qui ont encore un taux d'électrification très faible. L'espoir de nous tous, c'est de voir ces pays totalement électrifiés pour que le développement soit amorcé. Merci pour votre attention.